Bonjour à tous et bienvenue dans GynBov, le MOOC sur la gynécologie bovine. Toujours dans le troisième module qui parle des affections acquises, on s'est arrêté alors dans les affections ovariennes. Et donc, pour les affections ovariennes, on les a classées donc en 4 catégories. Et donc, on a premièrement les affections inflammatoires, ce qu'on appelle les ovarites ou encore les ophorites. Ensuite, on va voir les kystes ovariens, c'est-à-dire qui se situent au niveau des ovaires. Et puis les kystes para-ovariens, c'est-à-dire les kystes qui sont à proximité des ovaires. Et dernièrement, bien sûr, on va voir les tumeurs de l'ovaire. Et donc, on commence par les ovarites. Et donc, étiologiquement parlant, on classe les ovarites ou les ophorites en deux grandes classes. Donc, la première classe, c'est celle de l'ophorite spécifique tuberculeuse qui est due à la tuberculose dont l'agent est Mycobacterium bovis. Ensuite, on a les ophorites non spécifiques, c'est-à-dire soit dû à un traumatisme suite à une manipulation qui est brutale, ou encore suite à des infections utérines, ou alors des ophorites qui sont dues à la présence d'abcès ovariens, qui sont dus principalement à Actinomyces pyogenes. Donc pour les lésions, donc on a dans le cas de l'ophorite tuberculeuse ou la tuberculose de l'ovaire, donc elle commence par de petites lésions qui sont rouges et granulaires au niveau de la séreuse. Mais au fur et à mesure que la maladie progresse, donc l'ovaire devient englobé dans un tissu de granulation et adhère à la trompe utérine. Donc on observe que l'ophorite tuberculeuse est presque toujours accompagnée d'une mésalpingite, mais aussi de la métrite. Donc ensuite, histologiquement parlant, on a les lésions microscopiques qui consistent à la présence de granulomes qui contiennent de nombreuses cellules épithéloïdes, mais aussi des cellules géantes contenant des organismes ou des bactéries qui ont le caractère d'acido-alcoolo-résistant. Et donc, ce que vous voyez dans l'image, c'est le cas d'une ophorite tuberculeuse, selon Roberts. Ensuite, pour les ophorites non spécifiques, donc on a des cicatrices qui sont généralement en forme d'étoile ou aussi transversales et qui sont très courantes dans les ovaires des vaches. Donc, on peut aussi avoir des saignements qui peuvent se produire à ce niveau-là et qui forment un hématome autour de l'ovaire qui s'organise ensuite et produit des adhérences qui sont très étendues. Donc, histologiquement parlant, la lésion consiste en des accumulations périvasculaires de lymphocytes et de quelques cellules aussi plasmatiques au niveau de la médula ovarienne. Et donc, on a dans l'image l'exemple d'un abcès ovarien. Et donc, on passe directement au kyste ovarien et donc à leur étiologie. Et donc, le premier schéma ici montre donc l'impact du déficit en LH. Et donc, on a plusieurs expériences qui ont montré que l'hypophyse des vaches, donc ayant un déficit énergétique bien sûr, ne produit plus qu'un tiers de la quantité de LH habituelle. Et donc, ces vaches ne vont pas bien sûr ovuler à la fin des chaleurs. Toutefois, la croissance folliculaire va continuer à être stimulée. Ensuite, on a l'interaction ici temporelle entre la sécrétion de LH dans l'hypophyse et la maturation du follicule qui n'est pas toujours optimale. Et donc, le laps de temps pendant lequel l'hormone agit sur la paroi folliculaire est en effet très court. Et donc, avant ou après ce laps de temps, donc les récepteurs situés sur le follicule ne sont plus réceptifs à la LH et donc la LH n'agit plus. En résumé, on a deux cas de figure pour ce qui est étiologie des kystes ovariens, donc soit un déficit en LH, soit le laps de temps entre la sécrétion de LH et la maturation du follicule qui est très court. Donc ensuite, on passe aux facteurs de risque des kystes ovariens et donc les facteurs de risque des kystes sont très nombreux et très diversifiés. On a par exemple ici au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, on a des exemples des facteurs de risque, notamment une progestéronémie suprabasale, un manque d'inhibition de la LH tonique et une altération du feedback d'oestrogène sur la LH cyclique. On a pour ce qui est paroi folliculaire, par exemple la production anormale de protéines de la matrice cellulaire, ensuite une production anormale aussi de facteurs de croissance, puis altération des récepteurs à l'œstradiol. Pour ce qui concerne l'animal lui-même, donc c'est soit des facteurs de risque sont généralement liés à la production laitière, stade du postpartum, des pathologies puerpérales, la génétique aussi et un bilan énergétique négatif. Aussi, on a l'environnement qui peut avoir un impact sur l'apparition des kystes ovariens, notamment la saison,
Le stress aussi, le stress va permettre la production du cortisol et donc ce qui va inhiber la LH. On a aussi l'alimentation. On passe à la classification des kystes ovariens et donc on les a classés en premièrement les kystes folliculaires, deuxièmement les kystes lutéales et donc ces deux types de kystes sont les types les plus courants. On a aussi les autres kystes ovariens qu'on peut aussi rencontrer, donc notamment le corps jaune kystique, le kyste d'inclusion de l'épithélium et aussi le kyste du réticulum ovarien. Et on commence par le kyste folliculaire. Et donc, les kystes folliculaires commencent à se développer tôt dans l'ostrus lorsque la libération, bien sûr, de l'hormone lutéinisante, la LH, par l'adénohypophyse est défectueuse. Et donc, comme on a vu dans la partie étiologie, le follicule mature ne va pas parvenir à ovuler et donc continue à croître en taille. En général, donc, ces kystes folliculaires sont sécréteurs d'œstrogènes par le biais des cellules de la granulosa et donc vont induire plus fréquemment des chaleurs qui sont permanentes ou ce qu'on appelle la nymphomanie. Donc, on pourrait aussi avoir des chaleurs qui sont assez longues et à intervalles irréguliers, mais ils peuvent aussi générer l'état de virilisme. Donc, on commence par la nymphomanie, qui est des chaleurs permanentes et qui se manifeste par la présence de glaires de chaleur abondante, un col qui est dilaté, un utérus qui est tonique et aussi un relâchement des ligaments sacro-iliaques, une muqueuse vaginale qui est congestionnée, etc. Et histologiquement parlant, donc, on assiste à une exacerbation de la vascularisation folliculaire. Donc, ensuite, on a le virilisme, et donc plus les signes de nymphomanie persistent, plus les signes de masculinité deviennent plus prononcés. Et donc, la femelle va présenter donc un comportement de mâle, ainsi que des caractères sexuels tertiaires, notamment le grattage au sol, le chevauchement des congénères, donc aussi l'agressivité, mais aussi la morphologie du mâle. Et donc, on va décrire les lésions qui se manifestent lors de kystes folliculaires. Macroscopiquement parlant, on a deux types principaux de kystes, donc chez les vaches laitières. On a premièrement les kystes qui sont simples et qui sont constitués d'un seul kyste qui est plus grand qu'un follicule normal et qui contient des fluides et des cellules somatiques folliculaires qui sont dégénérées. Donc, on pourrait utiliser le diamètre de 2,5 cm comme taille pour différencier les follicules normaux des follicules kystiques lors de l'examen par palpation transrectale, bien sûr. Et donc, si le kyste est supérieur ou égal à 2,5 cm, on pourrait dire qu'il s'agit d'un kyste, bien sûr, folliculaire. Donc, sinon, c'est bien un follicule normal. On a aussi la surface du kyste qui est lisse et couverte d'un tissu adipeux brunâtre. Et la cavité kystique est généralement remplie de liquide jaune clair ou aqueux. Ensuite, on a les kystes multiples qui sont composés de 2 ou plusieurs kystes séparés par des cloisons qui sont fibreuses. Et donc, microscopiquement parlant, donc, on a la paroi du kyste qui est entourée de tissus conjonctifs et de cellules de la granulosa, mais aussi de la thèque interne. Et on a l'ovocyte qui se situe à la base du kyste. Donc, voici des images qui montrent un peu les lésions du kyste folliculaire. Et donc, on a dans la première image présence de kyste folliculaire et dans la deuxième, une dégénérescence folliculaire kystique. On passe au diagnostic donc, du kyste folliculaire. Et donc, le diagnostic peut se faire par le biais, premièrement, des modifications physiques et comportementales qui sont variables et non pathognomoniques, donc, comme par exemple le virilisme, la nymphomanie, donc, etc. Ensuite, on passe à la palpation transrectale qui est malheureusement non spécifique, où les vaches sont examinées 2 fois par semaine, donc pendant 60 jours après le vélage. Et donc, quand on trouve un follicule de plus de 2,5 cm, comme on a dit, de diamètre, lors de 3 examens successifs sur une période de 10 jours, ça, on peut le considérer comme un follicule kystique. On peut aussi procéder par échographie et cette fois-ci, donc, l'examen, il est spécifique. On passe au traitement du kyste folliculaire et donc, le traitement, donc, on pourrait faire soit un traitement non hormonal, soit par le traitement hormonal. Donc, on a premièrement la rupture manuelle des kystes et donc, selon Brito et Palmer, cette technique n'est pas recommandée donc, car cela peut entraîner un traumatisme et éventuellement une hémorragie qui va causer des adhérences et va contribuer à la réduction de la fertilité de la vache.
Ensuite, on a la ponction manuelle du kyste par voie transvaginale et cette méthode consiste à ponctionner le kyste manuellement par voie transvaginale comme vous voyez dans l'image. Donc, sous contrôle échographique ou non. Donc, pour décrire la procédure, on a une aiguille qui est reliée à un tuyau connecté à une seringue et est introduite dans le vagin dans un premier lieu, puis l'ovaire est amené par voie transrectale contre la paroi vaginale. Et donc, une fois le kyste est percé par l'aiguille, un aide va aspirer le contenu du kyste. Et donc, ces techniques présentent donc l'option de traitement combiné. Donc, c'est-à-dire, elle peut être faite soit seule, sinon elle peut être combinée avec un traitement hormonal par voie générale. Donc, par exemple, suite à la ponction, on peut injecter de la GnRH ou aussi de l'HCG directement dans le kyste, c'est-à-dire par voie locale. Pour le traitement hormonal cette fois-ci, donc on a le traitement le plus courant pour les kystes folliculaires en fait, c'est l'administration de GnRH dans un premier lieu ou aussi l'HCG seul. Donc l'administration de GnRH entraîne en fait une augmentation immédiate de la sécrétion de la LH et donc la lutéinisation des kystes. L'ovulation de kyste dans ce cas ne se produit pas, mais il y a d'autres follicules présents au moment du traitement qui peuvent ovuler. Et après ce traitement et la lutéinisation subséquente, donc le kyste devient sensible à la prostaglandine F2-alpha, puisqu'en fait la voie de synthèse thyroïdienne a changé de l'ostradiol à la progestérone. Et donc on a des niveaux qui sont nouvellement élevés de progestérone et qui sont responsables de la restauration de la réactivité à l'effet de rétroaction positive de l'ostradiol, ce qui va bien sûr entraîner la reprise de l'activité ovarienne cyclique normale après cette libération de la prostaglandine F2-alpha endogène et la régression kystique. Sinon, on peut administrer la GnRH avec ou combinée à la prostaglandine F2-alpha dans le cadre du protocole GP. Donc, on a aussi le protocole OV5 ou le protocole GPG. Et on a dernièrement le protocole de progestagène. Donc on va voir ces trois protocoles dans les prochaines diapositives. Et bien sûr, on commence par le protocole GP, donc, qui consiste à l'administration dans un premier lieu de la GnRH ou aussi de l'HCG à J0. Ensuite, donc à 10 à 14 jours plus tard, donc, on administre de la prostaglandine F2-alpha. Donc cette association va nous permettre de réduire l'intervalle traitement-insémination artificielle lors d'un traitement d'un kyste folliculaire par rapport bien sûr à l'administration de GnRH ou de l'HCG seul. Ensuite, on passe au protocole OV5 ou protocole GPG, qui est une autre méthode utilisée bien sûr avec succès pour le traitement de kystes folliculaires. Et donc, ce protocole est initialement conçu pour l'insémination artificielle à temps fixe dans le cadre des programmes de synchronisation des chaleurs. Et donc, il consiste à une série d'injections hormonales et ensuite une insémination artificielle qui est programmée. Et donc, voici les étapes de ce protocole. On commence par une première injection de la GnRH à J0. Et donc, cette injection vise en premier lieu à stimuler la croissance folliculaire et puis à induire l'ovulation du follicule dominant s'il est présent, suivi de la formation d'un corps jaune. Donc, sinon la lutéinisation du kyste ou du follicule présent sur l'ovaire. Donc ensuite et 7 jours plus tard, on passe à une injection de prostaglandine F2-alpha. Et donc cette injection a pour but de stopper la synthèse de progestérone qui est présente ou induite par la première injection de la GnRH. Et donc, ça va donc permettre au follicule dominant de poursuivre sa croissance et d'ovuler par la suite. Ensuite, on administre une seconde injection de la GnRH 48 heures après la prostaglandine F2-alpha, donc qui vaut 9 jours après l'administration de la première injection de la GnRH. Dans ce cas, cette injection elle est nécessaire pour obtenir une meilleure synchronisation de l'ovulation par rapport au début des chaleurs et pour aussi prévenir l'absence de l'ovulation. Ensuite, on passe à l'insémination artificielle et ceci 16 à 20 heures plus tard, donc c'est-à-dire 16 à 20 heures après la seconde injection de la GnRH. Et donc, l'insémination est réalisée à ce moment-là, donc pour maximiser bien sûr les chances de succès de la reproduction. Et donc, la troisième option, comme suggéré donc, par Brito et Palmer et par professeur Haddada, donc c'est la progestérone ou protocole des progestagènes. On a deux types de traitements par progestagène, donc soit l'utilisation de dispositifs vaginal
ou encore des implants auriculaires sous-cutanés. Et donc, le premier traitement par le dispositif vaginal donc, consiste à mettre ce dispositif pendant 7 jours, et donc de J0 à J7, et 24 heures avant le retrait de ce dispositif, donc on injecte la prostaglandine F2-alpha donc pour liser en fait le corps jaune. Et donc après avoir enlevé le dispositif à J7, on donne ou on administre de l'ECG qui va permettre l'ovulation. 56 heures plus tard, c'est-à-dire 56 heures après l'administration de cette ECG, on procède à l'insémination artificielle. Donc ensuite, la deuxième méthode, c'est en fait l'implant auriculaire sous-cutané. Notamment, on utilise le norgestomé donc pendant 9 à 11 jours. Et donc à J0, il est préférable d'injecter la GnRH. Et 7 à 9 jours plus tard, on injecte prostaglandine F2-alpha, donc soit 48 heures avant le retrait de l'implant. Et donc, juste après le retrait, on administre toujours le CG, donc ceci à J9 à 11. Et 48 heures plus tard, 48 heures après l'administration de l'ECG, on procède à l'insémination artificielle. Et donc la progestérone, elle joue un rôle très important puisqu'elle agit contre les kystes folliculaires en restaurant la réactivité de l'hypothalamus à la rétroaction positive de l'ostradiol, et ce qui va entraîner l'ostrus et une ovulation normale dans les 7 jours qui suivent le retrait de l'implant. Et ensuite, on passe au kyste lutéal. Donc, cette condition semble être relativement rare chez les bovins, comme le montrent bien sûr les examens de spécimens d'abattoir, mais elle est aussi donc associée à l'infertilité chez la vache. En fait, ce kyste lutéal n'est qu'une forme tardive du kyste folliculaire et son signe majeur, en fait, c'est l'anostrus. Et donc, pour ce qui est les uns, donc, on assiste à une absence de protrusion ovulatoire à la surface de l'ovaire. On a aussi des ovaires qui sont élargis avec un ou plusieurs kystes aux parois plus épaisses en raison de la présence de tissu lutéal. Et ces kystes peuvent être arrondis, donc avec une cavité sphérique bordée par une couche de tissu fibreux entouré de cellules lutéinisées. Donc pour le traitement, on peut administrer de la prostaglandine F2-alpha seule ou aussi associée à la GnRH dans le cadre du protocole GP. Donc voici des images qui montrent en quelque sorte les kystes lutéales. Et donc la première image, c'est celle d'un kyste lutéal. Et la deuxième, c'est en fait un stade de transition d'un kyste folliculaire à un kyste lutéal. Donc ceci, c'est un tableau récapitulatif pour montrer la différence bien sûr entre un kyste folliculaire et un kyste lutéal. Et donc pour distinguer un kyste folliculaire d'un kyste lutéal, on peut voir dans un premier lieu la paroi. Donc le kyste folliculaire a une paroi mince, par contre le kyste lutéal a la paroi qui est plus épaisse. Puis, pour le caractère que montre la vache en cas de kyste folliculaire, c'est essentiellement la nymphomanie. Par contre, le kyste lutéal est manifesté par l'anostrus. Puis, on a le kyste folliculaire qui est mou et le kyste lutéal qui est dur. Ensuite, le taux ou les niveaux de progestérone plasmatique ne dépassent jamais 0,5 nanogramme par millilitre en cas de kyste folliculaire. Par contre, en cas de kyste lutéal, ces niveaux augmentent à plus de 2,5 nanogrammes par millilitre. On peut aussi distinguer les kystes folliculaires des kystes lutéales par échographie. Donc, par exemple, au cas de kyste folliculaire, donc la paroi elle est plus fine et la cavité elle est nettement anéchogène. Donc, tandis que la paroi d'un kyste qui est lutéal est plus épaisse comme vous voyez dans l'image. Donc, la paroi elle est plus épaisse, donc elle est supérieure à 3 mm. Donc, et elle est plus épaisse par rapport à la paroi d'un kyste folliculaire. Et on a aussi la cavité qui peut être traversée de travées conjonctives ou peut aussi contenir des flocons grisâtres, donc comme dans l'image. On passe à un autre type de kyste qui est le corps jaune kystique. Il se forme après l'ovulation suite à une fermeture prématurée du site de rupture en entraînant la formation d'un kyste au centre du corps jaune en développement. Donc, ce corps jaune kystique est défini comme un tissu lutéal qui provient d'un corpus hémorragicum avec une cavité liquide centrale de plus de 7 mm de diamètre. Il est facilement diagnosticable, surtout lorsque le corps jaune atteint sa taille maximale au milieu du cycle. Et donc, il est généralement plus grand qu'un corps jaune normal avec une saillie d'ovulation qui est présente.
Donc, les caractéristiques de ce corps jaune kystique, en fait, c'est qu'il présente une zone de tissu fibreux, donc entre les cellules lutéales et la cavité kystique. Donc, il est plus sphérique qu'un corps jaune normal, mais moins rond qu'un kyste lutéal. Donc, pour l'impact sur la reproduction, donc il n'y a aucun effet indésirable détecté pour le corps jaune kystique. Donc, il produit généralement de la progestérone pour initier et maintenir une gestation. Pour les kystes d'inclusion de l'épithélium de surface de l'ovaire, pour ce qui est étiologie de cette pathologie, on a notamment les traumatismes qui sont les traumatismes manuels à l'ovaire et notamment l'ablation des corps jaunes ou aussi la rupture des kystes folliculaires qui peuvent bien sûr induire cette formation de kystes d'inclusion de l'épithélium de surface chez la vache. Donc pour les lésions, ces kystes contiennent un liquide qui est clair et aqueux et ils sont aussi tapissés par une seule couche de cellules épithéliales cuboïdales à aplaties. Histologiquement parlant, ils sont bien sûr tapissés d'une seule couche de cellules épithéliales cuboïdales à aplaties. Ensuite et dernièrement, on a les kystes du réticulum ovarien. Donc pour ce qui est étiologie de ces kystes, donc on a au niveau de la région du hile d'un ovaire mature le rete ovarie et qui est homologue au rete testis chez le mâle qui se présente comme un réseau de tubules médulaires ou de cordons près du méso-ovaire. Donc, ces cordons médulaires du rete ovarie sont tapissés d'un épithélium à la fois cuboïde et cylindrique. Ensuite, ils se différencient pour devenir des analogues des cellules de la granulosa ayant la fonction sécrétoire. Toutefois, ces kystes restent très rares. Pour ce qui est signe clinique, donc on a les kystes formés au niveau du rete ovarie n'interfèrent généralement pas avec la fonction ovarienne, mais il est possible que les kystes d'une taille qui est importante exercent une gêne mécanique et qui perturbe son fonctionnement et donc perturber le fonctionnement de l'ovaire, notamment l'ovulation. En général, le réticulum ovarien se compose de 3 parties. Donc, un réticulum intra-ovarien, un réticulum qui est de connexion et puis un réticulum extra-ovarien. Donc, pour les réticulums intra-ovariens, il est situé à l'extrémité tubaire de la médula ovarienne et il est tapissé par un épithélium qui est cuboïdal. Ensuite, le réticulum de connexion, il est situé à l'extrémité tubaire de l'ovaire aussi et il est tapissé cette fois-ci par un épithélium qui est collunaire cilié. Ensuite, l'épithélium ou le réticulum extra-ovarien se compose de tubules tapissés par des cellules épithéliales ciliées et qui se terminent en cul-de-sac dans le tissu péri-ovarien. Donc, pour le diagnostic et la différenciation des autres structures ovariennes, ça peut être réalisé par le biais d'un examen échographique transrectal du tractus reproducteur. Donc, on passe à une autre catégorie de kystes, ce sont les kystes para-ovariens. Et donc, ce terme de kyste para-ovarien est utilisé comme référence à une variété de structures kystiques qui sont localisées au voisinage de l'ovaire. Et donc, ils proviennent généralement des vestiges des canaux mésonéphriques qui sont les canaux de Wolff ou aussi des canaux paramésonéphriques qui sont les canaux de Müller. Donc, ces deux canaux, bien sûr, comme on a dit au niveau des anomalies congénitales, donc ces deux canaux sont présents au stade indifférencié du développement génital embryonnaire. Donc, chez la femelle et en absence de l'AMH, donc l'AMH c'est l'hormone, donc l'AMH qui est sécrété par les cellules de Sertoli pour provoquer l'involution des canaux de Müller. Et donc en absence de cette substance, donc on a les canaux de Müller qui vont se développer en voie génitale femelle. Et donc l'absence de testostérone va entraîner la régression des canaux de Wolff, sauf à leur extrémité, ce qui va former l'épophoron et le parophoron. De ce fait, on a deux types de kystes para-ovariens. Donc, on a ceux qui sont dérivés de la partie crâniale des canaux de Wolff, qu'on appelle les kystes de l'épophoron. Et on a ceux qui sont dérivés de la partie caudale des canaux de Wolff, qu'on appelle les kystes du parophoron. Donc, pour ce qui est signe clinique des kystes para-ovariens, donc en général, une vache qui possède ces kystes, surtout au niveau du ligament large, va présenter des cycles ostraux qui sont réguliers. Mais on a quand même de rares cas de kystes para-ovariens volumineux qui font protrusion dans la lumière utérine et sans rapporter. Donc dans ce cas, ces kystes pourraient gêner une gestation et provoquer des résorptions embryonnaires
plus ou moins précoce. Pour ce qui est lésions, les kystes para-ovariens se trouvent au niveau du ligament large près des ovaires et des trompes utérines. Et donc, ces kystes sont de taille variable. Certains ne mesurent que quelques millimètres de diamètre et sont des découvertes d'abattoir. D'autres, par contre, de diamètre qui est compris entre 1 cm à 5 cm, voire même plus parfois. Ceci peut être décelé soit par palpation transrectale ou par échographie transrectale. Et donc, ces kystes sont de forme aussi qui est variable, soit sphérique, soit ovale, et ils sont même parfois confondus avec de vrais kystes ovariens. Donc, histologiquement parlant, donc, le revêtement de ces kystes est constitué d'une seule couche de cellules épithéliales cuboïdales. Donc, certaines de ces cellules sont sécrétoires et d'autres sont ciliées. On a aussi une fine zone de muscle lisse qui entoure les tubules et il est souvent difficile, voire impossible de déterminer sur un examen histologique l'origine d'un kyste paraovarien qui est situé autour de l'ovaire sans connaître sa localisation. Donc voici des images montrant des kystes paraovariens. Et ici on a l'image du parophoron qui est un vestige des canaux de Wolff au niveau de sa partie caudale. Donc pour le diagnostic de ces kystes, donc, elle est faite soit par palpation transrectale comme je viens de le dire ou par échographie aussi transrectale. Donc la palpation peut révéler selon leur taille la présence de kystes sans rapport direct avec l'ovaire mais en continuité avec le ligament large. Et donc les kystes sont généralement petits et non palpables. Par contre, à l'échographie, ils apparaissent sous forme de structures anéchogènes bien délimitées, remplies de liquide, soit rondes ou ovales, de 1 à 5 cm de diamètre ou encore plus, et sont localisées au niveau du ligament large à proximité des trompes utérines. Donc, pour le pronostic, en général, les kystes paraovariens n'ont aucune conséquence sur la fertilité de la vache, sauf dans de rares cas, bien sûr, dans lesquels le kyste va faire protrusion dans la lumière utérine et réduire alors son diamètre, ce qui va empêcher le développement correct de l'embryon. Donc, ensuite, on passe à la dernière partie des affections ovariennes et qui est les tumeurs ovariennes. Et donc, on a classé ces tumeurs en 4 grandes catégories. Donc, premièrement, les tumeurs épithéliales, les tumeurs des cellules germinales, les tumeurs du stroma des cordons sexuels et aussi les tumeurs mésenchymateuses. Et on commence par les tumeurs épithéliales. Et donc, dans les tumeurs épithéliales, on a premièrement les cystadénocarcinomes, qui sont des tumeurs montrant une formation papillaire complexe et irrégulière de cellules colonnaires qui sont arrangées le long des zones stromales vasculaires. On a aussi des zones mucinoïdes qui sont présentes et les caractéristiques de cette tumeur suggèrent qu'il s'agit d'une tumeur à cellules de la granulosa maligne avec une dégénérescence mucinoïde. Donc lorsque des cellules à apparence colonnaire sont présentes, elles sont situées adjacentes au stroma du tissu conjonctif et ressemble à une couche basale de cellules de la granulosa qui se trouve bien sûr dans les follicules matures. Ensuite, et toujours dans les tumeurs épithéliales, on a l'adénoacanthome ou le carcinome avec métaplasie squameuse. Donc les caractéristiques histologiques de cette tumeur consistent en des acinies avec une seule couche d'épithélium columnaire, cuboïde ou aplati. Et donc, ce sont des acinies simples. On a aussi d'autres acinies qui sont plus complexes, avec un épithélium simple ou stratifié, souvent replié en de nombreuses invaginations papillaires. Ensuite, on passe aux tumeurs des cellules germinales et on commence par le dysgerminome ovarien bovin qui est une masse ferme, sphérique, rouge-gris qui mesure environ 15 cm de diamètre. La surface à la coupe et a une apparence marbrée avec des zones focales de nécrose et d'hémorragie. Donc on pourrait aussi avoir des métastases qui sont présentes surtout au niveau du foie, du diaphragme, des poumons, des ganglions aussi lymphatiques médiastinaux. On a toujours dans les tumeurs des cellules germinales, on a les tératomes ovariens bovins ou aussi les kystes dermoïdes qui sont disséminés dans l'ovaire et varient en taille jusqu'à 4 cm de diamètre. Donc ce type de tumeur contient un fluide épais laiteux ou aussi visqueux
Et histologiquement parlant, ces kystes sont tapissés d'épithélium squameux stratifié avec divers degrés de kératinisation. On a d'autres tissus aussi qui peuvent être présents, notamment du cartilage, des glandes salivaires, un tissu du système nerveux central, un muscle lisse, des tissus adipeux, des follicules pileux, des glandes sudoripares et aussi des glandes sébacées. On passe cette fois-ci aux tumeurs du stroma des cordons sexuels et donc par la tumeur la plus fréquente chez la vache qui est la tumeur des cellules de la granulosa. Et donc cette tumeur a comme signe clinique donc les vaches affectées peuvent manifester une nymphomanie, un virilisme ou aussi ne présenter aucun signe clinique. Et donc les animaux peuvent montrer des symptômes de nymphomanie chronique avec des symptômes prolongés qui sont fréquents d'ostrus et aussi de relâchement des muscles ou des ligaments pelviens. Mais il faut noter que les vaches peuvent quand même concevoir avec des tumeurs à cellules de la granulosa unilatérales si peu ou pas d'hormones stéroïdiennes ne sont produites par la tumeur. Pour ce qui est lésions, donc les tumeurs des cellules de la granulosa sont généralement unilatérales et l'apparence macroscopique varie considérablement. Et donc on a la surface qui peut être soit lisse ou grossièrement lobulée. Donc à la coupe, la surface peut être solide avec soit des kystes de taille variable, donc principalement, ou aussi un mélange de tissus solides et kystiques. Ou aussi elle peut consister en la présence d'un seul grand kyste qui est tapissé par des plaques légèrement surélevées de tissu qui est jaune, orange ou aussi rouge. Et donc ces zones solides peuvent être ou peuvent varier en consistance de molle à ferme. Donc voici des images des tumeurs des cellules de la granulosa. Et donc voici une tumeur qui a un diamètre d'environ 14 cm. Et ici, c'est la même tumeur, mais en coupe sagittale et qui montre la présence de plusieurs kystes. Donc, pour ce qui est diagnostic des tumeurs des cellules de la granulosa, donc on a tout kyste qui est plus de 10 cm doit être suspecté comme étant une tumeur des cellules de la granulosa. Et donc, le poids et la taille d'une grande tumeur ovarienne ont tendance à tirer l'ovaire vers le bas et vers l'avant dans la cavité abdominale. Donc, ceci aussi, c'est un indice. On a aussi l'artère ovarienne, l'artère ovarique des grandes tumeurs est susceptible d'augmenter en diamètre aussi. Et parfois, il est nécessaire de placer des pinces sur le col de l'utérus et de tirer l'utérus et l'ovaire vers le haut et vers l'arrière pour palper la tumeur. L'image montre une ablation chirurgicale d'une tumeur des cellules de la granulosa. Donc ensuite, et toujours dans les tumeurs du stroma des cordons sexuels, on a le TECOM ou la tumeur des cellules de la TEC. Et donc dans cette tumeur, on a des zones de nécrose et d'hémorragie qui se produisent dans les grands néoplasmes. Histologiquement, donc le TECOM est caractérisé par des masses de cellules ovales ou en forme de fuseau avec un cytoplasme qui est pâle et filamentaire. Donc ces cellules sont souvent disposées en faisceaux entrelacés. Et on pourrait aussi avoir des lipides qui sont démontrés dans le cytoplasme des cellules néoplasiques. Et cette caractéristique est très utile pour différencier les TECOM des fibromes. Donc on a la tumeur des cellules interstitielles ou aussi le lutéome ou la tumeur des cellules lipidiques. Et donc cette tumeur présente un ovaire qui a une surface lisse, légèrement lobulée et très vascularisée. Et à la coupe, il présente une couleur orange et contient de petites cavités. Donc, ce néoplasme se compose de feuilles denses de cellules en forme irrégulière avec un cytoplasme qui est abondant, finement vacuolisé. Et donc, le tissu de soutien est principalement constitué de vaisseaux sanguins. Donc, dernièrement, pour les tumeurs mésenchymateuses, donc on a le cas de l'hémangiome qui est un cas très rare. Ensuite, on a les fibromes purs qui sont donc on a les fibromes et donc les fibromes purs sont très rares. Ils proviennent des cellules stromales ovariennes et sont étroitement liés au TECOM. Et donc on a des chercheurs qui ont rapporté que le fibrome ovarien et le TECOM ne sont pas deux néoplasmes différents, mais ce sont des variantes d'un seul néoplasme avec une origine commune à partir du stroma ovarien. Ensuite, on a le lymphome ou le lymphosarcome. Ce sont les tumeurs lymphoïdes de l'ovaire qui font généralement partie du lymphosarcome systémique. Donc, il n'est pas rare que ce néoplasme envahisse le corps jaune chez le bovin. Donc, cette fois-ci, non seulement cette capsule qui touche à sa fin, mais aussi le troisième module qui porte sur les affections acquises. Et donc, je vous invite à remplir ou à répondre au QCM relatif à ce chapitre pour pouvoir passer
au chapitre suivant qui sera sur les causes d'infertilité femelle. Donc, merci pour votre attention.